On y va? Alors, l'énergie est au centre du monde. L'énergie, c'est la capacité que j'ai à faire tout ce que je peux faire dans la vie. Souvent, l'Occident situe l'énergie en dedans. Et on dit, dedans, tu as de l'énergie dedans. Dans le phénix, déjà, on n'est pas là-dedans. Dans le phénix, on n'est pas dans le dedans. L'énergie n'est pas dedans. Si c'était dedans, c'était là. L'énergie, elle est au milieu. Elle est au centre du corps. C'est pas un dedans. C'est pas je sors de l'énergie, je perds de l'énergie. C'est pas une banque d'énergie. L'énergie, c'est pas des dépôts qu'on fait à la banque. Ce qui nous induit cette pensée-là, non seulement c'est les Grecs, la philosophie grecque, mais c'est aussi la diététique. La diététique, le fait que si je mange, je vais grossir trop, si je mange trop, etc. L'esprit diététique consiste à dire, tu fais rentrer de l'énergie sous forme de calories en toi, et tu dépenses la sueur, tu dépenses de l'énergie. Et donc une vision sportive et diététique nous fait croire que l'énergie, c'est un truc du dedans. Mais les vrais comédiens, les vrais acteurs, ils savent très bien que l'énergie, c'est pas dedans. Leur boulot, c'est justement de la faire sortir. Leur boulot, c'est même pas, c'est qu'ils rayonnent, ils font rien sortir. Quand quelqu'un interprète un grand rôle, quand un musicien joue un concerto, il ne fait pas sortir le concerto de ses tripes, mais il peut participer avec ses tripes, ça c'est sûr. Il peut y avoir du viscéral dans le fait de jouer au piano, mais c'est pas quelque chose que je sors. C'est quelque chose que je crée, que je fais. C'est central. L'énergie, la présence d'un comédien, d'un artiste, la présence à soi, c'est quelque chose de central. Elle est au centre. Elle est à l'intersection entre la ligne de l'instinct et de l'instant et la ligne du relationnel, pas de la ligne de l'intime. L'énergie n'est pas intime. L'énergie, ce n'est pas un truc intime que je décide de te partager parce que tu es sympathique. Quelqu'un qui reste mutique en face de moi, vous êtes dans un train, vous êtes dans un wagon, vous êtes seul dans votre petit compartiment. Tranquille, peinard, on enlève les chaussures, on a des chaussettes dépareillées, on s'en fiche. Vous êtes dans votre énergie, dans votre jus. Dedans. Vous êtes dedans. Ce n'est pas l'énergie qui est en vous, c'est vous qui êtes dans l'énergie. On dit d'ailleurs, je suis dans mon jus, je baigne dans mon jus, je baigne dans une mauvaise énergie. Il faut rejoindre un peu les concepts allemands de Stimmung, d'atmosphère, ou de mood en anglais. On est dans une atmosphère. L'énergie, c'est le halo qui vous entoure, une sorte de bulle, mais partageable. Dès que quelqu'un entre dans le compartiment, votre énergie est perturbée, et il sent votre énergie tout de suite. Vous n'avez pas besoin de communiquer avec lui pour qu'il reçoive votre énergie. Évidemment, si vous communiquez avec la brillance de vos yeux, votre présence, le ton de votre voix, vos gestes, votre non-verbal, bien sûr, il va en avoir du relationnel. Mais le simple fait de côtoyer quelqu'un, c'est déjà partager son énergie. Vous le savez très bien. Donc n'ayez pas une vision diététique de l'énergie, ce n'est pas des calories qu'on rentre et qu'on sort, ou une vision même anale, pour parler du stade anal de Freud, hein. C'est pas anal l'énergie, c'est pas faire caca, c'est pas j'ai un truc en moi, oh bah je t'en donne un peu, c'est pas ça. L'énergie, elle est là. Quand je te regarde, rappelle-moi ton prénom. Damien. Damien, quand je regarde Damien, il y a déjà un échange d'énergie. Si je suis seul dans cette pièce et Damien entre, c'est un bouleversement énergétique simplement parce qu'il y a cette altérité qui s'appelle Damien, des rencontres possibles, des accords, des désaccords, du chaud, du charme qui peuvent circuler. Donc n'ayez pas une vision diététique de l'énergie. Et ceux qui font des arts martiaux, le mot martial vient quand même de l'esprit un peu de l'art martial, le savent très bien. L'énergie, elle est là, elle rayonne. Quand vous vous concentrez sur un geste, quand vous avez ce regard-là, ce regard un peu vide, qu'on juge vide, mais en fait qui est tout sauf vide, pour le musicien c'est pareil, pour le chanteur qui monte sur scène c'est pareil, un regard qui regarde un peu l'horizon, un regard qui est concentré. Quand je suis concentré, là, ça a l'air de rien. Quand je fais ce geste-là très concentré en poussant à ma main, j'explose d'énergie. Quand je suis là, j'explose pas d'énergie. Quand je suis là, j'explose d'énergie. Ça, là, l'énergie, elle éclate. J'ai pas besoin de partager avec toi. J'ai pas besoin d'échanger avec Damien. Si je regarde Damien comme ça y est, l'énergie, elle augmente. Ça se voit pas. Il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de déperdition de mouvement. Ça se voit pas, c'est immobile. Mais je suis avec toi. Si je te regarde comme ça, tu peux... Là, ça y est, je suis pas là. Donc l'énergie va avec la présence à soi, et cette présence, elle se partage tout le temps, immédiatement. Elle est dans le relationnel tout le temps, entre l'affectif et l'effectif. Hein, au centre, c'est central. À partir de là, la question, c'est la question des flux sur le monde. Alors, ceux qui n'ont pas, il y a une carte. Claude, tu peux peut-être distribuer le paquet de monde, là, à ceux qui... Et l'harmonie, ce que je rayonne, hein, ce que j'assume comme rôle.
À partir de là, la question c'est que sur le monde, qui est la disposition centrale du jeu du Phénix, c'est sur ce monde qu'on pose les flammes. Donc le jeu du Phénix, contrairement à d'autres jeux, a un plateau. D'ailleurs, si quelqu'un peut sortir un monde, qu'on puisse montrer aux gens en quoi ça constitue, ça m'aiderait. Merci beaucoup Pierre. Oui, merci. Voilà le monde. Les bons joueurs, et puis ceux qui, vous n'avez pas besoin de l'avoir physiquement, c'est toujours mieux. Je suis étonné du manque de créativité des joueurs du Phénix à construire leur propre monde. C'est étonnant. Quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, ça c'est vraiment nul, ils vont inventer des mondes incroyables, demander à des potes qui sont dans la menuiserie ou des artistes de créer leur monde, quoi. C'est pas compliqué, c'est une grille de morpion. Et en fait, zéro. Personne n'a eu, jamais vu de monde dans les éclairs du Phénix, un truc vraiment inventé, créé, votre monde à vous. Donc je vous invite à créer votre propre monde. Ça c'est du carton. Prenez des matières nobles, prenez des choses où vous êtes fiers de poser une carte, inventez votre propre monde. Voilà le monde. Alors, ce monde dit beaucoup de choses sur la distribution de l'énergie. La logique consiste, la plupart du temps, à concevoir deux catégories psychosomatiques où le corps et l'âme fusionnent, interagissent. C'est donc le merci, c'est parfait. Deux catégories, le viscéral. Dans le viscéral, nous sommes mus par nos émotions, nos pulsions. Et vous voyez des flèches. Les flèches, en fait, fuient les angles et se concentrent sur l'énergie. Dans le viscéral, je ramène tout à cette puissance de survie. L'énergie, c'est d'abord la puissance de survie. C'est l'instinct à l'état pur. C'est l'ici et maintenant. Ça doit vous parler parce qu'on est dans le jargon aujourd'hui de l'ici et de maintenant. Sauf qu'on a des gens qui n'ont aucune présence, aucune énergie et qui nous font des grands cours sur l'ici et maintenant. C'est compliqué. Parce qu'à un moment, l'ici et maintenant, c'est certainement pas en méditant que vous allez être dans l'ici et maintenant. Je parle justement de présence. La méditation, c'est très bien, mais il n'y a pas ça. Et ce qui compte dans l'énergie, c'est travailler ça, ce rapport à l'autre. Si je devais faire des ateliers où on travaille notre énergie, ce ne serait certainement pas en fermant les yeux ou en méditant dans sa bulle. Parce que la méditation surdéveloppe le DIB, le désir, l'intuition et le besoin. Et la méditation, sauf des tentatives un peu plus exotiques, la méditation nous remet en bas. Alors c'est super d'être en bas. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de tout son tumulte intérieur. Mais la vie, c'est ça. Le rapport à l'autre, c'est ça. Là, je suis dedans, là, je suis dehors. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail de l'énergie, c'est le rapport à l'autre. Et c'est pour ça que l'art martial nous apprend beaucoup plus que la méditation. La méditation vient de l'art martial. La méditation, c'est la concentration sur soi. Et dans l'art martial, comme on travaille beaucoup l'extériorité, le combat, le rapport à l'autre, à un moment, on se perd là-dedans. L'art martial, c'est franchement, c'est ça. On est concentré là dans l'art martial. Donc, à un moment, ceux qui ont créé les arts martiaux, ils se sont dit, attendez les gars, on ne peut pas être dans l'extériorité. À un moment, il faut qu'on puisse faire une plongée en nous-mêmes. Parce qu'à un certain niveau de pratique dans les arts martiaux, si vous voulez changer, et au lieu de donner le coup de poing comme ça, le donner comme ça, il n'y a pas de différence, mais en fait, il y a 2 ans de travail pour arriver à ça, au lieu de faire ça, parce que là, j'utilise mes muscles, quand je tape, j'utilise mes muscles parce que je ne suis pas dans l'angle, tandis que là, je n'utilise pas les muscles. Ce qui fait que les grands maîtres d'arts martiaux sont tout maigres au niveau des biceps, parce que quand vous faites ça, l'autre est projeté à 3 mètres, mais vous n'utilisez que votre structure de corps. Donc la différence entre ça et ça, elle est fondamentale. Un maître, d'ailleurs, vous dira, il vous touchera le coude et il vous fera ça. Ça, c'est des leçons de 10 ans de vie. 10 ans de pratique. 10 ans de pratique. Nous, on est là avec l'idée, ouais, je vais t'en mettre une. Et ça, c'est ridicule. Et puis on perd du temps. Et puis on arme. Et puis on téléphone le coup. Tandis que ça se fait tout de suite. Et ça, c'est très très puissant. Ça ne se voit pas. Mais c'est très puissant. Donc ça nécessite, à un moment, quand vous êtes extrêmement expert en quelque chose, quand le pianiste est un maître du piano, à un moment, il doit quand même continuer de progresser. Mais c'est le meilleur pianiste du monde, le mec. Comment il va faire? Il va prendre des cours, il va discuter d'égal à égal avec des immenses pianistes, mais à un moment, pour progresser dans tout, il faut qu'on descende en soi-même et qu'on comprenne les blocages qui font qu'on n'arrive pas à se dépasser soi-même. Et les arts martiaux, ils ont bien compris ça et ils ont créé la méditation comme étant la strate suprême du développement d'une pratique. C'est le point d'arrivée, la méditation. Aujourd'hui, on veut en faire le point de départ, comme si on était tous des masters. On est tous des masters, les gars, donc on va méditer pour dépasser le niveau, mais on est déjà tous au top. Non, c'est pas vrai. La méditation, c'est le point d'arrivée pour comprendre des blocages, mais c'est déjà parce qu'on s'est pratiqué, parce qu'on est expert en quelque chose, parce qu'on s'est tellement entraîné que c'est devenu une seconde nature. Et que quand la chose arrive, comme une mécompréhension. On comprend, mais en fait on se plante dans la compréhension. Le mécontrôle, miss, en
mot spécial là, c'est au contraire ces dimensions qui sont au centre là, pas dans l'énergie mais au centre. Donc il y a deux cercles. Le premier cercle c'est je contrôle. C'est le premier cercle car c'est juste à une case de l'énergie. Aventure, guerre, complicité et intuition. Ce que je fais, ce que je vise, les liens que je tisse et ce que je ressens dans l'instant. Tout ça c'est très proche de l'énergie. L'énergie c'est le centre et proche de ce centre-là, il y a des choses sur lesquelles je peux agir. Pourquoi je peux agir plus sur l'aventure ou sur l'intuition? Parce que c'est proche de l'énergie. Et donc il suffit juste que je mette ce flux d'énergie dans ces choses-là, et c'est très facile. J'ai de l'énergie, j'ai de la capacité, et je dois faire quelque chose. Et bien je la mets dans l'aventure. Je fais jaillir mon énergie. Jaillir. Non pas d'une intériorité, jaillir un peu plus. Je dois te faire un truc, je le fais. Ça c'est l'aventure. Je vise quelque chose. Mon but c'est d'arriver là-bas. J'ai l'énergie, je l'investis dans un effort. Habitude, instinct, effort. Donc, là je le fais, je fais jaillir dans l'extériorité, dans le social. Je suis dans le relationnel et je veux faire quelque chose de social, je fais jaillir. Là, j'attends, il faut du temps. Je fais un effort et ça demandera un peu de temps. Mais je peux très facilement le faire. Je peux très bien me fixer un objectif et faire tout pour l'atteindre. C'est ça la guerre. Intérieurement, j'éprouve un truc. Je peux très bien agir sur ma compréhension du monde. Je ne comprends pas, je peux dire maintenant je vais comprendre. Et je prends les éléments qui me permettent de comprendre. Je ne sais pas ce que je ressens parce que je suis complètement dans l'action. Et tout d'un coup je dis, tiens, je vais savoir ce que je ressens. C'est très facile de savoir ce qu'on ressent parce que c'est le contrôle. C'est le premier cercle. À quoi tu penses? Ah, c'est sûr, j'étais en train de penser, je ne le savais pas. Non, je pense à ça, ça, ça. C'est tout de suite viscéral. Tout s'amène apparemment au contrôle. On arrive apparemment au contrôle. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on ait ces catégories de contrôle, le contrôle va vers l'énergie. L'énergie est un trou noir qui aspire le contrôle. Et évidemment, il y a deux cercles, mais en fait, il y en a un troisième, c'est l'énergie elle-même. Et cette énergie, quand on n'est que dans l'énergie, c'est-à-dire que dans la capacité, l'énergie, la pulsion, le truc qui vous prend, vous devenez aveugle, totalement aveugle. La panique de foule, c'est l'énergie, c'est de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez vécu une panique de foule, ça m'est arrivé une fois, c'est une expérience extrêmement intense. Tout d'un coup, des gens crient et vous vous mettez à crier vous-même. Vous vous mettez à crier vous-même. Vous ne savez même pas pourquoi ils crient. Ah, ils se partent. Ah, vous êtes là et vous partez et vous vous retrouvez en train de courir et vous ne savez même pas ce qui a déclenché ça, si ce n'est la panique. Ça fait rire, mais quand vous le vivez, vous dites en fait l'énergie, ça fusionne les individus. Elias Canetti, un immense écrivain que je vous recommande de lire, qui a vraiment présidé à la construction de ce jeu, Elias Canetti, Masse et pouvoir, vous pouvez lire ce livre, nous explique que dans la panique de foule, c'est comme l'être humain devient du feu. C'est intéressant comme métaphore pour nous, amateurs du phénix. L'être humain devient du feu, et ça prend feu comme ça. Quand vous voyez une foule, elle prend feu. C'est-à-dire que l'autre qui crie et qui panique à côté de moi me fait paniquer et crier. Je ne deviens plus qu'une seule entité. Il n'y a plus des individus dans un groupe, il y a une foule. Et après, et là je vous rends aux belles pages sur la foule de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, la foule est totalement incontrôlable. La foule ne veut qu'une chose, c'est qu'on lui assigne des objectifs précis. Une foule doit brûler quelque chose. Si vous voulez, et les CRS le savent très bien et les policiers le savent très bien, si vous voulez calmer une foule, vous devez la canaliser, c'est une coulée de lave. Vous devez l'encadrer, surtout elle ne doit pas déborder, la canaliser vers un but très concret. On prend un drapeau et on le brûle. On prend une statue et on la brûle. Et on jouit de quelque chose d'extérieur à notre panique intérieure, ou à notre mouvement, ou notre colère intérieure. Et donc ça finit par des destructions de magasins aujourd'hui. La foule doit finir par casser des magasins. C'est nécessaire. Et ensuite, on est soulagé. Tout ça, c'était donc pour faire quelque chose de concret, de subversif. On avait besoin d'être plusieurs, d'avoir notre responsabilité disloquée dans le groupe. Ça, c'est la foule. Et ça, c'est le viscéral. Dès que vous êtes dans le viscéral, vous ne pouvez plus penser. Pourtant, votre éducation remonte à l'intuition. Elle est là. Mais l'intuition envoie tout à l'énergie. Et donc, vous n'êtes qu'énergie pure. Et les énergies ne nous appartiennent pas. S'il y a bien une dimension qui ne nous appartient pas en propre, c'est l'énergie. C'est pour ça qu'elle est en dehors des cercles de contrôle et de mécontrôle. C'est l'incontrôlé. C'est l'incontrôlé. On ne met même pas de mots, c'est incontrôlé. Quand vous êtes pure énergie, ce qui arrive très rarement, d'être dans le viscéral pur, vous êtes incontrôlable. Quand un politicien vous fait peur et vous désigne un ennemi, vous ne pouvez plus vous contrôler. Et ça donne des grands drames du XXe siècle. Le génocide rwandais, qui est pour moi un laboratoire atroce, très intéressant sur le viscéral, parce qu'en très peu de temps, ils ont pu faire qu'on égorge le voisin. En très peu de temps. Ils ont réussi, notamment avec une radio qui mettait tout le monde dans le viscéral. Et la radio d'Émile Colline.
Et cette radio qui déversait cette haine en disant « vous êtes une population, vous vivez bien », ben non, en fait, si t'as le nez comme ça, t'es Tutsi, si t'as le nez comme ça, t'es Hutu, et tu vois ton voisin, et ça, faut l'égorger, il mérite, c'est un rat, c'est de la vermine. Et en très peu de temps, on a eu des gens comme vous et moi, qui ont dit « je vais te trancher la gorge, parce que je suis plus moi-même, je suis cette flamme, cet incendie de foule, je suis traversé par une énergie qui ne me regarde pas. » Et les bons pères de famille ont tué des enfants, les bons pères de famille, des gens gentils, pas des sauvages, pas des fous, des gens gentils, mais évidemment, qu'on a en très peu de temps mis dans le viscéral. Il y a même des techniques militaires qui apprennent à rendre une foule dans le viscéral. Par exemple, faire disparaître les leaders. Non pas les tuer, mais les faire disparaître. Le leader qui est là, il disparaît. Angoisse totale dans la population. Ensuite, un quadrillage du territoire. Tout passe par... Ça s'appelle... c'est des techniques contre-révolutionnaires. C'est pour mater les révolutions possibles. Ça s'appelle le fascisme. La définition du fascisme, c'est organiser le monde de façon à ce qu'il soit contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que l'idée même de révolution est niée, est totalement niée. Et donc, le viscéral permet ça. Il permet le fascisme, mais permet aussi les techniques contre le fascisme. Il s'agit de dissoudre la liberté et le jugement critique des individus dans l'énergie pure qui sera la même énergie que les autres. Avec ce sentiment d'ivresse infinie, ce sentiment océanique, de se dire « je ne suis pas moi, je fais partie d'un grand tout ». C'est pour ça que je pense que le bouddhisme, tel qu'il est traité aujourd'hui, est d'essence fascisante. Je pense vraiment que Schopenhauer, qui a amené le bouddhisme en le tordant en Occident, et qui était vraiment le philosophe préféré d'Hitler, c'est pas des blagues. Hitler connaissait des pages par cœur de Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un philosophe qui dit « vous n'êtes rien », un peu à la bouddhiste, mais il y a une volonté, un vouloir aveugle, une énergie globale qui vous englobe. Et vous n'êtes que des rejetons de cette énergie aveugle. Et donc c'est très sécurisant quand vous avez des névroses, quand vous avez des problèmes liés à papa-maman. Tout d'un coup on vous dit « mais non, mais papa-maman, t'es rien, tu fais partie du grand tout, ton individu n'est qu'une illusion ». Et évidemment, c'est très apaisant pour les individus névrosés, les individus fatigués de la vie. Tout d'un coup, en fait, c'est pas toi, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour le grand tout. Et le New Age, qui est très à la mode, et Dieu sait qu'on le fréquente avec le jeu du Phénix, puisque dans les salons, tout ça, on rencontre nos amis, nos camarades un peu New Age, et ben le New Age adore ça. C'est la seule réponse que donne le New Age à l'homme fatigué contemporain, au consommateur, c'est « tu n'es qu'une illusion, sois pure énergie, le cosmos, l'univers, dissous-toi dans l'univers ». Pour moi, c'est l'essence fascisante. C'est extrêmement dangereux. Et la politique se dissout. Il n'y a aucune possibilité de faire de la politique avec des individus qui sont persuadés de faire partie d'un tout et que le jugement critique finalement est un fardeau. Parce que ça donne des gens qui sont anti-intellectualistes, des gens qui disent « moi je veux sentir, je ne veux pas réfléchir ». Ce discours-là est dangereux. Bien sûr qu'il faut réfléchir, il faut aussi sentir. C'est ça qui est dur. Et ce que le corps martial permet de faire, c'est les deux. C'est pour ça qu'il se divise en deux. Une partie pour la réflexion et une partie pour l'action. Et une alternance. Autre chose importante, on s'imagine que nous avons une ligne, que là c'est le côté lumineux de la force et que là c'est le côté obscur de la force. Que là je suis dans l'agitation et là je suis dans le calme, par exemple. Chacun met ses catégories mais elles sont opposées et la vie est une ligne entre deux catégories opposées. Le bien, le mal, le stress, la détente, le travail, le loisir, l'amitié, le doute, le scepticisme envers la relation. Donc on a deux catégories, et naïvement on se dit que le but du jeu c'est finalement ne pas être trop là-haut, ne pas être trop là-haut, en bas, mais d'être au milieu. L'idéal contemporain, c'est la médiocrité. Pas trop excité, mais quand même pas trop manger, mais quand même ça, pas trop machin, pas trop dans les sentiments qui peuvent devenir des passions, garde ta rénoire. Ça c'est la vision contemporaine du moyen. Alors, et pourtant, c'est pas comme ça qu'on marche, pas comme ça qu'on fonctionne. On le voit bien, d'ailleurs, le jeu du Phénix, c'est une des grandes trouvailles, c'est qu'à force de faire des tirages, on comprend d'abord qu'on peut être énervé et calme en même temps. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand j'ai une flamme, je ne peux pas avoir la flamme opposée. C'est la seule chose. Mais je peux avoir des flammes qui vont compléter. Si j'ai du choc, je peux avoir du charme, etc. En fait, il n'y a pas qu'une seule ligne. C'est pour ça qu'on parle d'ondes, de choc et de charme, qui sont séparées, qui sont différentes. Dans le viscéral, je suis juste... Voilà, si on fait viscéral, donc pure énergie, tout ramener à l'énergie, et le pur cérébral. Alors, allons voir le cérébral. L'énergie, elle jaillit, elle va dedans, elle va dehors, etc. Mais ça ne s'arrête pas au contrôle, ça va vers le mécontrôle. C'est les angles qui attirent
cette coulée énergétique dans le cérébral. C'est-à-dire que j'intellectualise et donc je sors de deux crans d'énergie, donc je ne contrôle plus. Et pourtant, Dieu sait que ceux qui sont dans le cérébral s'imaginent qu'ils arrivent à contrôler par leur esprit. Mais en fait, ils ne contrôlent pas. Ça nous éloigne de cette énergie, de cette présence. Les gens qui sont trop cérébraux, comme on le dit aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont plus dans leur corps. J'utilise un jargon connu. Tu es trop dans ta tête, tu n'es pas assez dans le ressenti, tu n'es pas assez dans le corps, tu n'es pas assez ancré. J'utilise là des mots connus pour tout le monde. Et donc le cérébral, c'est l'éloignement de deux crans de l'énergie. J'intellectualise tout, et je suis peut-être dans mes habitudes et dans mes efforts, mais je perds complètement cette ligne de l'instant et de l'instinct, et je perds complètement cette ligne du relationnel. Ceux qui ont des amis qui sont totalement obsédés par des calculs, des combinaisons intérieures, vous ne pouvez même plus être en face d'eux. Dieu sait que les technologies portables nous amènent à fond dans le cérébral, à fond dans le cérébral. Et même quand nous avons des émotions, l'écran nous amène vraiment à sortir du monde actuel de l'ici et maintenant. Donc le cérébral et le viscéral, on a l'impression que le but du jeu, c'est d'arriver à un truc juste milieu. Que le but de la vie, c'est que quand c'est trop cérébral, bah, je reviens un peu vers le... quand c'est trop viscéral, il faut que je mette un peu de raison. Tu es trop dans la passion, mets de la raison. Ou que quand je suis trop dans la tête, eh ben, il faut quand même que je retrouve mon corps. Et on passe notre vie à essayer cette équation-là. Alors, cette équation-là, elle a un immense défaut. C'est que même si on arrive à ça, à être viscéral et cérébral en même temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'au niveau des flèches, ça ne marche plus. Hein. Ça se casse. C'est une vie qui n'est pas intense. Il n'y a aucune intensité de vivre là-dedans. Aucune. C'est une vie de gestionnaire de soi. Le viscéral qui cherche à être cérébral, eh ben, il est plus tellement viscéral. Donc on n'arrive plus à ressentir ces pulsions qui peuvent être enthousiasmantes. Le cérébral qui cherche à être viscéral, bah, il se laisse à... C'est bâtard. C'est une vie au niveau émotionnel qui est assez bâtard. Et c'est pas le modèle. Et c'est le modèle de la mauvaise astrologie. Hein. Quand vous lisez l'horoscope, à chaque fois on vous dit attention, il y aura des excès, mais faites quand même attention. Dès qu'il y a un excès, faites attention. Le but c'est la médiocrité. Hein. Voilà, vous devez dormir. Pensez à vous reposer car vous travaillez trop. Alors qu'en fait c'est très bien de travailler trop et d'être épuisé de travail. Mais non, dans l'idée de la médiocrité, tout ce qui est extrême, on vit. Donc vous avez une épaisseur de vie qui tient dans cette tranche-là. Et vous oscillez dans cette tranche-là. Voilà le résultat des courses. Cette éducation-là, à mon avis, doit être vraiment repensée. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas vivre sa vie, qu'on passe à côté de quelque chose, d'intense. Et c'est ce qui fait que quand le viscéral arrive, par exemple la passion amoureuse, je l'aime et je projette tout ce que j'ai sur l'autre, ça y est, il va me sauver, c'est l'horizon absolu, sans la personne aimée, ma vie va être complètement gâchée. Ben, du coup, on est complètement dans le viscéral et ça fait du bien de percer la croûte, quoi. Ou au contraire, hein, d'être hyper dans le cérébral, on peut, avec des techniques, on va t'apprendre à gérer ta vie, à programmer les autres, à manipuler, etc. Tout va être que calcul dans ta vie, tu vas calculer tes calories et tu vas calculer... Et ça nous fait plaisir parce que du coup, on a le droit à ces excès. Alors voilà le modèle Phénix maintenant du corps martial. Le corps martial, regardez bien, c'est très complexe. C'est un mélange de viscéral et de cérébral qui n'est pas la médiété. Donc il n'y a même pas de viscéral et il n'y a pas de cérébral. Sinon j'aurais dit, le corps martial, c'est le mélange des deux. Allez, un peu de viscéral, un peu de cérébral. Mais en fait, c'est pas ça dans la nature même du rapport au corps. C'est ça qui est vraiment nouveau. À chacun de ces deux tableaux, il y a du viscéral et du cérébral mélangés. Dans les deux. Donc c'est pas du tout une alternance de cérébral et de viscéral. C'est pas, là j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, maintenant il faut que je prenne l'air et que je m'amuse. C'est ce qu'on fait hein, quotidiennement. J'ai trop bossé, il faut que je prenne l'air, j'en ai marre. Hein. Je me suis vachement amusé, machin, maintenant il faut que je me prenne la tête parce qu'il y a des dossiers à régler. On passe notre vie à un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Effectivement, du coup, il n'y a qu'une seule onde. Hein. Mais en fait, il n'y a pas qu'une seule onde. Il y en a deux, déjà. Il y a du choc et du charme qui fluctuent. Alors regardez bien. Il y a deux catégories de martial. Il y a le martial contrôlé. Et quand je parle de contrôle, je parle d'un contrôle qui est nettement supérieur au cérébral. Pourquoi il est nettement supérieur, le martial contrôlé? Parce que le but du jeu n'est pas les angles, le but du jeu n'est pas l'énergie, le but du jeu c'est le premier cercle, le cercle du contrôle. Mon énergie, je la fais jaillir sur le premier cercle, et tout ce qui était à côté, loin de l'énergie, je la ramène d'un cran près de l'énergie. Je mobilise toutes mes potentialités autour de dimensions qui sont juste à côté de l'énergie, donc qui sont réalisables facilement. Et ça, c'est le vrai contrôle. Le vrai contrôle, ce n'est pas l'énergie, on est dans le viscéral. Le vrai contrôle,
c'est pas le cérébral qui vise justement à s'en éloigner. Donc le vrai contrôle, c'est arriver et avoir comme but les 4 dimensions du premier cercle du contrôle. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'entraîner, répéter, travailler, répéter, pour que les choses extérieures à vous deviennent vous-même. On parlait du pianiste, c'est un très bon exemple. Travailler, travailler, pour que ça devienne naturel. L'être humain, je vous renvoie au très bel essai de Ravesson, Félix Ravesson, sur l'habitude, un tout petit livre tout sympa écrit au 19e siècle, magnifique, on n'a pas fait mieux. Hein, dès qu'on met le thème habitude à la grecque de philo, Ravesson est obligatoire. C'est d'ailleurs sa seule œuvre pour laquelle il est connu. Il écrit dans l'habitude que l'habitude c'est un entraînement et qu'à force ça devient une seconde nature. Maintenant ça paraît banal, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Une seconde nature, c'est pas la première nature, c'est la seconde nature. L'être humain est capable de transformer son logiciel interne et de plugger, je ne sais pas comment dire, d'uploader des trucs en répétant, en travaillant, en s'entraînant. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui s'entraînent à faire quelque chose, mais vraiment s'entraînent. L'art martial permet ça. L'art permet ça quand on travaille. C'est vraiment des jours de travail, c'est vraiment de l'entraînement, c'est prendre des cours. C'est de dire tout seul, je ne vais pas m'en sortir, je prends un cours pour prendre les tours de main, les choses qu'Internet ne pourra pas me donner, le contact à l'autre, la relation, l'énergie. Pourquoi on a besoin d'un cours et pas de vidéoconférence? Parce qu'il y a un échange énergétique, justement. Et ça fait tout le cours, ça fait tout l'intérêt. Donc, le martial pour le contrôle, c'est que j'apprends à tout mettre, à tout mobiliser près de l'énergie, sans être l'énergie, sans tomber dans le viscéral. Mais voilà, ça colle. Ma vie colle à l'énergie, donc je peux agir sur ma vie. Et donc, c'est le vrai contrôle. À force de donner des coups de poing, je vais vraiment le donner. Hein, je prends un truc. À force de bien dessiner, d'apprendre à décider de m'entraîner, le geste va venir naturellement. Vous avez tous, c'est un immense plaisir dans la vie de se sentir expert dans un domaine parce qu'on a bossé comme un fou pour avoir cette seconde nature qui n'était pas du tout donnée à la base. Voilà, contrôle. Et le martial, c'est alterner ce contrôle. Donc vous avez compris, regardez bien les flèches. Donc j'ai du cérébral dans le contrôle. Regardez, les flèches qui sortent de l'énergie, c'est une partie du cérébral, ça sort de l'énergie. C'est le même truc là. On prend ça du cérébral et on le met là. Mais regardez, le viscéral, ça va sur les dimensions du premier contrôle. Ce sont les mêmes flèches là. Ding, je sors des angles. Et bien là aussi, je sors des angles. Et donc c'est un mixte de ces deux-là en un seul. Mais ce n'est pas une alternance de ça et de ça. Vous voyez les flèches? Et bien là, c'est l'inverse. Là, on va vers l'énergie exactement comme le viscéral. Et là, on va vers les angles exactement comme le cérébral. Donc c'est aussi une autre recombinaison des deux en une seule. Ça signifie quoi le hors contrôle, le martial hors contrôle? Ça signifie, et c'est magique, regardez bien, ça signifie que tout ce qui est en mon contrôle, je le fusionne dans l'énergie. Et par contre, tout ce qui est dans mon contrôle aussi, paradoxalement, je l'éclate sur des dimensions qui me donnent une immense ampleur en termes de présence. Le hors contrôle, c'est la présence. Quand on dit que quelqu'un a beaucoup de présence, on parle de charisme, on parle de présence, on parle de « waouh, il dégage ». Je prends des expressions triviales pour vous faire comprendre. Quand vous vous entraînez comme un fou, vous ne dégagez pas. Quand vous êtes en train de répéter vos gammes et que vous vous plantez, etc., bon, à part pour le voisin, là, peut-être que vous dégagez pour le voisin, vous risquez de dégager, faites gaffe, mais vous ne dégagez rien. Un pianiste qui répète, il ne dégage pas. Un pianiste qui joue et qui maintenant, qui a tellement travaillé qu'il est là, après, en concert, là, il dégage. Et on se dit, mais waouh, quel charisme. Et le mec, il a bossé. C'est juste, si vous bossez pendant 10 000 heures sur un truc, vous allez voir ce que vous allez dégager. Je jouais avec Suzanne, qui adore le jeu et qui joue bien. Elle a une façon de bouger les cartes, elle dégage. Parce qu'elle a tellement joué au jeu que quand elle, et pareil pour Vanina, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une danse des mains, des micro-danses. Mais quand vous connaissez un tout petit peu ce que c'est avoir le jeu, être encombré avec les cartes dans la main, vous regardez, vous dites, waouh, tu dégages. Et tout d'un coup, c'est la master, quoi. Donc le hors contrôle, c'est la performance. Mais c'est même pas une performance parce que c'est pas cérébral. La performance, c'est l'idée de, ouais, je vais assurer, allez, j'y crois, je suis un battant. Non, non, je ne dis pas ça. Je le fais. Je le fais parce que j'ai travaillé. Et là, ça dégage. Et vous avez tous cette capacité de vous entraîner. Et cette capacité, à un moment, quand on maîtrise le truc, de vous oublier. De vous oublier. Là, on s'oublie. On n'est plus du tout dans le contrôle. On fuit les cases. Là, on va vers les cases du contrôle. Là, regardez, on les fuit. Je les ai barrées. Hein. On ne veut pas du tout se contrôler. On quitte le contrôle. Là, crainte, en fait. Comment? Oui, mais il n'y a même pas besoin de contenu. Après, après, tu peux mettre du choc, du charme là-dedans. Mais là, on n'est même pas dans le contenu. Donc, le hors contrôle,
c'est être tellement pas dans le premier cercle, fuir tellement le premier cercle, bah, que du coup on est dans ce viscéral, cérébral d'extériorisation pure, et évidemment réussir, c'est là. Là, ce qu'on aime dans la réussite, c'est pas le mec qui était dans le cérébral et qui a réussi, c'est pas glorieux. Le mec il a cogité pendant des heures, il a pondu le truc, non. C'est leur contrôle. Dans les grandes aventures mathématiques, c'est une de mes passions, c'est de voir comment, parce que j'ai travaillé sur l'ambition, donc voir comment un mathématicien trouve des idées extraordinaires, comme Einstein, il était dans leur contrôle. C'est un acte créateur. On appelle ça l'état créateur. Vous savez, quand vous êtes à fond dedans, même dans une peinture, ou vous êtes à fond, vous êtes hors contrôle. Vous dégagez là, pour le coup. Vous êtes complètement dans le truc, habité, en transe, d'accord? Eh bien, le corps martial, c'est quoi? Et je vais conclure avec ça, on va faire un petit échange. Le corps martial, c'est effectivement une alternance. On alterne entre du contrôle, qui est déjà un mix de ça, et du hors-contrôle, qui est déjà un mix de ça. On ne quitte jamais vraiment la couleur cérébrale qui définit l'être humain, mais on n'est pas dans le cérébral, le but, c'est pas du tout les angles. Et on alterne entre premier cercle que l'on veut, premier cercle que l'on quitte, premier cercle que l'on veut, premier cercle que l'on quitte. Une alternance, c'est ça la clé. C'est-à-dire que ce n'est pas simultané, c'est pas en même temps je suis dans le cérébral, c'est pas il faut les deux. Cette phrase, ah bah il faut que tu aies les deux. Non. Il y a des moments où je suis dans le contrôle, et il y a des moments où je suis dans leur contrôle. Et le paradoxe, c'est que je contrôle jamais quelque chose aussi bien que quand je suis dans leur contrôle. La volonté de contrôle, qu'on peut retrouver là, s'entraîner, répéter, n'est pas le véritable contrôle. Le véritable contrôle, c'est quand je suis en transe avec mon contrôle, quand je ne pense même pas à contrôler la chose. Et là, je ne pense même pas à contrôler la chose. Donc là, il y a une sorte d'entraînement, de répétition, d'habituation, j'aime bien le mot, comme si ça devait devenir une habitude. Je m'entraîne tellement que j'en fais une seconde nature. Et là, il y a l'explosion de cette seconde nature. Et donc, c'est une alternance entre ces états. Et maintenant, je finirai en parlant de vos vies. Dans nos vies, on a des moments d'alternance. Vous avez tous vécu cette capacité de pouvoir apprendre quelque chose, maîtriser quelque chose, et puis cette capacité de pouvoir la vivre sans avoir le manuel sous les yeux. Et ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales. Une relation amicale où l'intensité fera comme ça, c'est des moments d'alternance. On a le droit d'être à fond dans le contrôle et après on a le droit d'être à fond dans le hors-contrôle. Je vais même aller plus loin. Plus je peux contrôler quelque chose, plus je peux en sortir de ce contrôle. C'est-à-dire que c'est pas... Si je fais contrôle et hors-contrôle, une vie un peu fade, c'est une vie où je contrôle un peu, hors-contrôle, voilà, ça c'est ça. Là, c'est une vie très peu intense, et c'est pas ce que nous voulons. Et le seul dogme du jeu du phénix, c'est que ça, c'est pas la vie. Le but du jeu, c'est des moments comme ça, éventuellement comme ça, et puis comme ça, en fonction des rencontres, des besoins. C'est ouvrir le jeu JE, entre parenthèses U. Ouvrir son jeu. Il y a 50 flammes, on les a toutes, Mais parfois, il y en a quelques-unes qui pourrissent au fond du frigidaire. On n'en veut pas, on les sollicite jamais dans nos vies, on ne les rend pas actives. Le but du jeu du phénix, c'est de mélanger tout le temps le feu, c'est-à-dire le paquet de cartes, pour que le jeu soit plein des 50 flammes. Ne pas rejeter des choses, ne pas chercher à les contrôler. Et donc, plus je monte haut, plus je peux descendre bas. Plus je contrôle, plus je peux être dans le hors-contrôle après, c'est-à-dire dans la transe créatrice. Voilà un peu le... Alors après, tout est ouvert à la réflexion, mais voilà un peu, je pense, une idée intéressante, notamment pour réfléchir un peu aux choses que l'on doit faire, au travail, qu'on a tous du travail à faire. Le travail à faire, si on le situe dans le cérébral. Alors il y en a qui sont malins, ils trichent avec eux-mêmes. La procrastination. C'est quoi? La procrastination, c'est que je sais que cérébralement, je ne peux rien faire. Je suis nul. Il n'y a que dans le viscéral que j'arrive à faire ce que je dois faire. Donc je vais attendre au dernier moment, et même je vais dépasser le dernier moment. Ce sera tellement un état d'urgence. On va m'engueuler, on va me dire « Mais hey, tu devais me le rendre hier, qu'est-ce que tu fais ?» Que du coup, tout va se concentrer sur l'énergie, et du coup, je vais réussir à le faire, et enfin, je vais réussir. Donc, je suis nul dans le cérébral, je vais attendre que le cérébral soit tellement dans l'urgence que c'est le viscéral qui va s'exprimer. Voilà, pour moi, une philosophie de la procrastination. Voilà pourquoi on procrastine. Parce qu'on est plus doué, ceux qui procrastinent sont beaucoup plus doués dans le viscéral, et ils attendent l'extrême urgence, le truc où vraiment c'est presque voilà, une pure énergie qui doit s'exprimer. Est-ce qu'on peut être doué dans le viscéral? On peut... Non, parce que tu n'es pas toi. Tu ne t'appartiens pas dans le viscéral. Donc
Tu peux être doué à suivre la foule, tu peux être doué à être dans la haine, mais à un moment, à un degré de haine ou d'amour très fort, tu te dilues. Donc c'est pas toi, ça devient plus toi. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans certains, justement, dans le régime nazi, ils se méfiaient des décorations. Il y a des grandes discussions sur les décorations militaires, parce que les décorations personnifient. On te donne une croix, mais c'est toi. Alors ce qu'il faut, c'est les grandes messes du Troisième Reich, où tout le monde est fondu. Et Hitler le dit très bien, il dit, si vous voulez manipuler une foule, il faut qu'elle soit nombreuse et variée socialement. Il faut des ouvriers et des riches ensemble, pour que tout le monde se dilue, pour pas que ça soit une élite, pour pas que ça soit... donc c'est terrible, mais c'est ça, parce que justement on crée le viscéral comme ça. Plus il y a de monde, plus le monde s'imite. Parce que c'est très dur de dire « je suis pas d'accord » quand vous êtes 10 000 dans un stade. Très dur. Les évangélistes savent très bien ça. Il faut une foule nombreuse. Plus c'est nombreux, les politiciens savent très bien ça. Plus c'est nombreux, moins il y aura de jugement critique. Est-ce qu'il y a des questions? On finit par quelques petites questions. C'est assez rapide, mais je pense qu'après c'est chacun qui doit cogiter ça. Ou des remarques? On voit bien que la créativité, c'est vraiment dans leur contrôle. Quand quelqu'un qui est créatif, au moment ça arrive à ce moment-là. Contre le rien, c'est la critique. Elle est là, quoi. Très bien. La chose arrive parce que tout le reste l'a préparé, bien sûr, peut-être. Peut-être que je pars carrément ailleurs, mais certains disent que la passion, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la grande peur. La passion, c'est la peur de la mort? Oui. Qui dit ça? Il y a des explications de ça. Ben, c'est neuf. Pardon? Le neuf n'a pas peur de la mort. Non, j'ai jamais entendu ça, que la passion était la peur de la mort. Il n'y a aucune référence philosophique à la passion. Au contraire, la passion, c'est... Ah oui, dans le sens où la vie est brève, et il faut que je la bouffe, il faut que je brûle la vie par les deux bouts, c'est ça? Non, pas dans ce sens-là. Non, vraiment la passion sacrée, je dirais. Ah, la passion, genre Jésus-Christ. La passion du Ah oui, oui, c'est l'opposé de la passion telle qu'on l'utilise. Oui. Mais quand même, quand on parle de passion, c'est quand même à ça qu'on... Ah oui, mais le Christ n'avait pas peur de la mort. Justement, la grande force, c'est ça. Et on est à Pâques. Et on est à Pâques. Bon, restons œcuméniques. Il est mort hier. C'est bon, il ressuscite de... De demain. Oui, c'est ça. Mais il n'a surtout jamais existé. Alors, Le diagramme qui faisait, en fait, ça me... non, il n'a pas existé. Historiquement, il n'a pas... Non, il n'a pas existé. Oh. Ah non, je vous garantis. Désolé. Il n'y a aucun témoignage de son vivant. Alors le linceul. Les premiers témoignages, c'est 70 ans après sa supposée mort. Non, ils ont pris un truc. Ils ont pris un truc. Alors, vas-y. C'est inverse. Le contexte. S'il vous plaît. Ça me fait penser donc à une citation d'Oscar Wilde qui disait « La plupart des gens se contentent d'exister, vivre c'est autre chose ». Donc cette espèce d'alternance entre différents états. Exister, vivre. Par contre, l'énergie, moi je trouve que la diététique, comme tu dis, en fait, a quand même beaucoup d'impact sur son niveau d'énergie. Prendre 3 cafés, forcément ça va altérer son niveau d'énergie. Bien sûr, bien sûr. Non, oui. Par rapport au diagramme que tu faisais, que tu viens d'effacer, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tout le dictionnaire des maladies mentales, le DSM justement, qui diagnostique tout un tas de symptômes. Et en fait on se rend compte qu'on est constamment dans cette espèce d'instabilité, donc ces états justement soit de contrôle ou de manque de contrôle. Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui, aussi, avec ces dictionnaires-là, nous dit, voilà, la norme, ça doit être ça, vous devez être dans telle ou telle barre. Est-ce qu'on n'a pas aussi une société qui encourage cette médiocrité? Bien sûr. Là, je vais laisser la parole à Elsa, qui est psy. Et Elsa, quelle réponse tu peux faire en utilisant ça? Alors, oui, on est dans une société de consensus, comme Vincent l'a très bien démontré, de la tiédeur. Et il y a un danger donc, dans ce que tu dis, c'est que c'est même pas en fait qu'on normatise, c'est qu'on essaie de faire rentrer des particularités, et le symptôme est une particularité singulière du sujet. On essaie de le faire rentrer dans quelque chose qui préexiste. Tu vois, c'est pas des catégories prédéfinies qui sont celles du DSM. J'en parlais tout à l'heure avec toi, parce qu'on a une psychologue aussi parmi nous, et on lutte en tant que psy justement pour faire exister la personne au-delà de son symptôme. Et justement de tout faire, ça fait écho à ce que dit Vincent, de tout faire pour le faire sortir d'une catégorisation qui est dangereuse parce qu'on oublie de penser le sujet. Et justement, on en fait des moutons parce que c'est tellement plus facile, comme le disait Vincent, de maintenir des foules quand elles sont au pas. Et pour aller dans le même sens de ce que dit Vincent, dans un registre un peu clinique,
pour arcuer, on peut imaginer que les trois grandes catégories, on a là le pulsionnel, bon je ne vais pas l'écrire, on a là l'émotionnel et on a là le rationnel. Et en faisant ce qui fait écho à tout le discours que Vincent a tenu, de telle sorte que vous avez là la résultante de ce que peut être un sujet, avec ses débordements ou pas, etc. Et pour rentrer la clinique dans le champ social, on peut tout à fait dire qu'aujourd'hui, ces deux catégories, qui sont celles notamment de la créativité, du hors-norme, mais aussi de la singularité, car je rappelle que quand même on existe sur le mode de notre talent, de notre singularité, de notre jeu JEU aussi avec joie, on est au Phoenix ici, mais qu'on a parallèlement, même si on a l'impression d'être dans une société du narcissisme, dans une société de la subjectivité, d'égotisme, paradoxalement, à cause de la norme dans laquelle Vincent veut nous faire sortir, on n'arrive plus à exprimer notre singularité, notre talent, notre unicité, notre jeu JE. Et c'est ça la crise du DSM. Merci. Tu m'as cité 10 fois, j'aime beaucoup ce que tu dis. Merci. D'autres petites remarques, on doit manger après. Alors, vas-y Pierre. Oui, par rapport à ton diagramme, donc tu disais que ce qu'il y a dans le martial, c'est pas du tout une alternance entre viscéral et cérébral, et le diagramme est alternatif, ce que tu proposes. Donc moi je vois plutôt ça comme de la mécanique quantique, c'est-à-dire que les deux états coexistent en même temps. Ah oui. Donc bon, après c'est dur à représenter schématiquement. Et c'est surtout dur à calculer, donc s'il y a des physiciens parmi nous, allez-y, hein, faites des équations. Super, c'est une belle remarque. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi je vais... Vanilla. Une vanillade encore. Donc, en fait, On les attendait. pour moi il y a trois plans, il y a ce qui vient du ventre, ce qui vient de la tête et ce qui vient du cœur. Donc le viscéral c'est ce qui vient du ventre, le cérébral c'est ce qui vient de la tête. Et en fait, c'est quoi notre chemin? C'est d'être dans le cœur. Et le cœur, il a deux ventricules. Il est les deux en même temps. C'est très joli. J'aime bien. Alors, je vais reprendre les catégories platoniciennes. Pour Platon, l'âme est tripartite. Il y a trois parties dans l'âme. Le viscéral, c'est l'épithumia, c'est-à-dire les bas instincts, effectivement. Le cérébral, c'est le nous, c'est-à-dire l'intellect. Et effectivement, le martial, c'est le thumos, c'est-à-dire la partie guerrière, impétueuse. D'ailleurs, il parle de partie guerrière. Regardez, martial, ça veut dire guerrier. Donc effectivement, le modèle là, c'est la tripartition de l'âme de Platon, t'as bien vu. Et le thumos, c'est justement mon combat en philosophie, puisque j'essaie de créer, et j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout ce que je fais porte un nom, ça s'appelle la thumétique. Toute ma philosophie que je développe a un nom, c'est la thumétique, c'est-à-dire une sorte d'esthétique liée à l'ensauvagement humain. Parce que là on est sauvage, là on est trop civilisé. Je pense que le but du jeu, JE entre parenthèses U, le but personnel et le but du jeu, c'est d'apprendre à être sauvage quand on est trop civilisé, donc à redevenir un peu sauvage, à s'ensauvager, ou au contraire à apprendre à redevenir civilisé quand on est trop sauvage. Et donc c'est un art de l'ensauvagement, c'est pas un art de la sauvagerie, c'est un art de... on est tous civilisés, c'est un art de l'ensauvagement. À certains moments, je dois pouvoir être sauvage. En amour, je dois pouvoir être sauvage. En art, je dois pouvoir être sauvage. Au boulot, je dois pouvoir redevenir sauvage. Et donc le martial, c'est cette partie irascible, impétueuse de l'art, irascible au sens platonicien, mais impétuosité. Le thumos, c'est ça. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre ce que dit Platon quand il dit il y a une troisième partie de l'âme, c'est le thumos. Et la thumétique, c'est la science de l'impétuosité. C'est pas une ologie, c'est pas la thumétologie, donc c'est pas une science, une étude, c'est presque une pratique. Dans l'idée de thumétique, il y a l'idée de pratique pragmatique, esthétique, diététique, etc. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la nouveauté, attention, c'est une nouveauté qui vient directement du monde. Sans le monde, j'aurais jamais pu inventer tout ça. C'est en méditant sur le monde et les flux dans le monde que tout ça est venu. Mais la grande nouveauté, c'est que le thumos, l'impétuosité humaine, la vie intense, l'impétuosité, ouais, l'enthousiasme, la ferveur, ce qui nous fait kiffer, surkiffer dans la vie, c'est une alternance de deux façons de vivre son corps. C'est une alternance, c'est pas un état. On n'est pas enthousiasme, point final. On a des moments d'enthousiasme, de jaillissement de hors-contrôle dans le contrôle, et de jaillissement de contrôle dans le hors-contrôle. Ça va ensemble. À méditer, que chacun nourrisse ça, c'est une base de travail. Et chacun, il y en a qui peuvent faire des dessins de ça, il y en a qui peuvent faire des équations mathématiques de ça, il y en a qui peuvent faire de l'astrologie avec ça. Chacun, c'est toujours ça ce qu'on propose, chacun prend ses éléments et le fait à sa sauce. Il n'y a pas de bien, de mal, de t'as fait une erreur. Donc on s'autorise toute la créativité avec ça. Mais je pense que c'est une bonne base commune. L'intérêt, c'est que c'est une base commune et c'est un langage commun. Le jeu du Phénix n'est qu'un langage. Un langage qu'on crée tous, qu'on fait avancer. Et voilà ma contribution.
introduction aujourd'hui. Je vous remercie, on fait une pause. Merci beaucoup. On va juste remettre les diplômes.